Impliquons plus les papas dans l'éducation de nos enfants. On est toutes d'accord, nous les mamans, pour que les pères s'occupent davantage des enfants. Mais est-ce que finalement on les laisse vraiment prendre leur place sans surveiller, sans repasser derrière pour vérifier que tout va bien? Quelle que soit la génération à laquelle vous appartenez, venez nous dire comment, en tant que père, que mère, vous avez envisagé cette relation qu'on va explorer avec vous ce matin, Jérôme Canaguier. Vous êtes praticien de la relation d'aide dans l'ACP, l'approche centrée sur la personne, on en dira un mot, coach de vie, et vous animez des groupes de parole pour les pères. Et bien sûr, vous êtes papa vous-même et vous savez de quoi vous parlez. C'est ça. De nombreuses fois, papa. Combien d'enfants ? J'ai eu 2 enfants très jeunes, j'avais pas encore 30 ans. Et la vie m'a amené à me remarier et à avoir à nouveau un enfant. Donc j'ai pu vivre une expérience complètement différente, touché par une forme de sensibilité, touché par ce que vivent les mamans, parce que j'ai décidé de porter mon enfant. Porter, c'est-à-dire ? Porter la maman avant la naissance, être présent 7 jours sur 7 à l'accouchement, porter la totalité de ce bébé et de cette maman pour qui c'était la première fois. Ouais. Puis faire la première semaine de nuit seule pour que la maman se repose après l'accouchement. Ça me paraissait être la moindre des choses, mais elle m'a fait confiance. Mais ce que vous n'avez pas fait pour les premiers enfants ? Non, j'étais jeune, sans expérience parentale et c'est vrai que du coup, mon besoin aujourd'hui, c'est de transmettre autour de moi lors d'ateliers, des ateliers pour les parents et des groupes de parole pour les papas spécifiquement pour parler de ce que eux ils ont vécu ou de ce qu'ils vivent encore et de leur qu'on échange sur de notre ressenti, sur ce qui fait nos douleurs, nos difficultés, les barrières qu'on rencontre. Ouais. Ce matin est consacré à la place des papas dans l'éducation des enfants, en compagnie de Jérôme Canaguier. Est-ce que les femmes, d'une certaine façon, s'arrogent la compétence de l'éducation des enfants, comme si elles avaient une sorte de monopole de l'éducation, et du coup, même si elles râlent que les pères n'en font jamais assez, ne leur laissent pas vraiment prendre la place qu'ils aimeraient peut-être eux prendre? J'entends bien cette question et elle est très pertinente. Je pense que plutôt que de dire qu'elles s'arrogent le droit, elles ressentent surtout la responsabilité de par l'histoire et la culture dans nos sociétés, le fait de devoir le faire. C'est qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et comme elles ont vu leur mère à 95% le faire, je pense qu'en fait, elles font que perpétuer une forme de rôle qui leur a été attribué depuis la nuit des temps. On peut parler de Michel Onfray qui décrit certaines choses dans ses œuvres, mais là, on peut aussi se dire que c'est quelque chose dont on a hérité et qui empêche le changement, qui freine le changement. Donc, parfois, elles se sentent obligées le droit de dire je vais faire. Parce que visiblement, il y a que moi qui fais, ou qu'il y a que moi qui fais tous les jours, il y a que moi qui fais la nuit, et quand un enfant pleure, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est pas en allant réparer la tondeuse du jardin qu'on va s'intéresser à comment on gère un enfant qui pleure. Moi, je me suis intéressé à la situation, j'ai géré depuis 4 ans des pleurs, des crises la nuit, et c'était quand c'était le plus inconfortable que mon épouse me laissait toute la place, parce qu'elle n'y arrivait pas. Et elle avait ce talent. Elle acceptait de lâcher prise. Elle avait le talent de dire je ne sais pas faire. Ouais. Parce que j'ai eu 3 enfants, elle n'en a eu qu'un. Ouais. Normalement, dans un couple, le nombre d'enfants est le même. Enfin, dans un couple, entre guillemets... normalement, il n'y a plus beaucoup de normes dans ce domaine, puisqu'il y a beaucoup de familles recomposées. Mais quand on se retrouve parent pour la première fois en couple avec chacun, donc face à son premier enfant dont on découvre le mode d'emploi en faisant... On n'est pas censé savoir. C'est pas inné. C'est compliqué. Ouais. C'est au père de s'imposer dans ce cas-là ? Je pense que c'est pas inné ni pour le père ni pour la mère. Et du coup, je dirais, c'est le plus dur métier du monde. Et c'est pour ça que je propose des ateliers pour que le papa et la maman se sentent en confiance. Et se fassent plus confiance eux-mêmes. Et à partir du moment où ils se font plus confiance parce qu'ils sont accompagnés et pas critiqués, mon petit, tu devrais faire ça, moi qui suis grand-mère, je te le dis, c'est comme ça qu'on faisait, donc tu devrais faire pareil que moi parce que moi je sais. Et en fait non. Et il y a souvent des conflits entre les grands-mamans et les papas et les mamans. Ouais. Qui des fois rejaillissent sur le papa et avec la belle-mère. Ce sont souvent des conflits de confiance. On ne laisse pas les jeunes faire ce qu'ils sentent juste. Et c'est là où on freine encore l'évolution. On parle de la place des pères dans l'éducation des enfants avec Jérôme Canaguier, qui est animateur de groupe de parole pour les pères et praticien de la relation d'aide dans l'ACP. En 2 mots, ACP, approche centrée sur la personne, ça signifie quoi ?
C'est une approche de vie, en fait, c'est une manière de se comporter dans la vie avec les autres, où on va se centrer non pas sur les problèmes que vivent les autres, mais sur ce que ressentent les autres. Typiquement, en gros, c'est ce qu'arrivent à faire des femmes lorsqu'elles s'écoutent. Elles sont centrées sur qu'est-ce qui se passe pour l'autre, pas comment je vais lui résoudre son problème, non. Cette approche-là, ça s'apprend. Il y a des personnes qui l'enseignent. Moi, j'ai été formé il y a 8 ans à l'ACP. Et lorsqu'on applique ça au quotidien dans son couple ou avec ses enfants, on arrive à se mettre, en fait, à se hisser à la hauteur des émotions de l'enfant très facilement. Du coup, il y a, je dirais, tout problème, toute crise, tout pleur, toute chose qui n'est pas compris par le parent se décrypte sur le mode de l'ACP. On comprend qu'il y a une tristesse, il y a une colère, et on se met à la hauteur de l'enfant. En fait, on se pose par terre avec lui, et là, l'enfant se sent rejoint. Comme dans un couple, quand on se sent rejoint par son compagnon, on est touché. Lorsque l'enfant fait cette expérience-là de se sentir touché par un adulte qui l'écoute avec le cœur, réellement, comme beaucoup de mamans savent faire, mais pas toutes, et comme quelques papas savent faire, et pas assez, quand l'enfant se sent touché, il se sent compris. Et lorsqu'il se sent compris, déjà, il se reconnecte à l'injonction de l'adulte. C'est l'heure d'aller à l'école, c'est l'heure de partir, arrête de jouer. Même s'il n'est pas capable forcément d'exprimer pourquoi il est en colère, très bien. Pourquoi il fait une crise. Il crie, il s'exprime à sa manière. Oui. Il n'a pas les mots pour le dire. Donc c'est nous qui n'avons pas le décodeur pour les comprendre. Mais moi maintenant, je comprends la crise d'un enfant. Elle peut durer des fois 20 minutes, mais en étant proche de lui, elle le fera toujours moins souffrir que des ordres, de la violence ou des comportements on pète les plombs, il faut le dire. Qui n'a pas pété les plombs devant un enfant? Et qu'est-ce qu'on fait? J'arrive plus, là, j'en peux plus. Chéri, viens m'aider. Le chéri, il est pas là. Bon, en gros, on est tout seul. Allô, maman, qu'est-ce que je fais? On discute de la question de la fessée à l'Assemblée nationale ces temps-ci. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une discussion qui ne peut se résoudre qu'avec le cœur et pas avec des lois. Et un petit message pour Emmanuel Macron. Si on fait des choses avec son cœur, ça suit tout seul derrière. Il n'y a pas besoin de mettre des lois pour dire aux parents la fessée est interdite. Parce que quand on pète un plomb, quand on n'y arrive plus, il faut bien que le parent s'exprime à un moment donné. Et quand il met une fessée, le parent, il exprime qu'il n'en peut plus, il ne sait pas faire autrement. Il ne faut pas culpabiliser ça. Il faut simplement arriver à savoir qu'il existe des méthodes comme l'ACP qui permettent à travailler sur soi et en fait déjà à détecter ses propres émotions et à comprendre que quand on est en colère, c'est pas la faute de l'enfant, la colère, on la ressent en nous. Mais c'est pareil quand l'enfant est en colère. Il le fait pas exprès d'être en colère, l'enfant. Il exprime juste que pour lui, il est en train de jouer et que non, il n'ira pas à l'école, pas maintenant. Mais 3 minutes après, avec du cœur et de la patience, il voudra aller à l'école. Mais 3 minutes après. Et c'est ce laps de temps que je pratique dans les ateliers où j'apprends en fait simplement aux parents à prendre le temps de se connecter avec ce qu'ils ont à l'intérieur, qui se connectent avec ce que l'enfant exprime. Et à partir de là, tout est possible. Et tout est simple, et tout est fluide. On a beaucoup parlé de la charge mentale des mères ces derniers temps, après la bande dessinée de Emma qui était parue et qui mettait le doigt sur finalement toutes ces choses qui très presque, j'allais dire, instinctivement et viscéralement font partie de la vie d'une maman. Pendant qu'elle est au boulot, elle pense au rendez-vous chez le pédiatre ou chez l'orthodontiste qu'il faut prendre. Elle pense à la liste de courses. Elle se rappelle qu'il n'y a plus d'huile d'olive et qu'il faut en racheter. Et qu'à la différence, le père, lui, il a sa journée de boulot, et puis le soir, il est en train de checker ses mails ou son Facebook, et que quand on lui dit, justement la maman pète les plombs, parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle fait tout, il lui dit, mais t'avais qu'à me demander. Pourquoi lui, il ne le fait pas instinctivement, spontanément? Le papa, quand même, le papa sans expérience... essaie d'être dans sa zone de confort, comme toute personne. Une maman aussi aimerait être dans sa zone de confort. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le job. Ça fait rire, je vois des collègues masculins dans le studio. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le job. Et il faut pour ça le vouloir du fond du cœur. Et en général, on a tous envie de s'occuper de soi. La maman, elle est aussi dans le devoir. Voilà, la maman, elle aimerait bien, comme le papa, mettre de l'énergie dans son job, arriver à convaincre le patron que c'est elle la meilleure. La maman, elle a toute l'énergie de gagner. Sauf que il faut bien que quelqu'un prenne le rendez-vous chez le docteur. Il faut bien que quelqu'un... alors, on peut se partager les rôles. Moi, mon épouse s'occupe de faire à manger à 100%. Par contre, moi, je me mets la charge de porter tout le reste. L'argent, le nettoyage,
gérer les femmes de ménage, gérer les docteurs, les prises de rendez-vous, parce qu'en plus elles parlent pas français complètement, donc du coup je porte au quotidien toutes ces petites choses qui prennent 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là et qui vous coupent dans votre élan de papa qui veut qui veut travailler, qui veut réussir et qui... Donc toutes ces petites choses-là, c'est des freins en permanence et c'est pas confortable. Mais clair, oui. Mais par contre, le plaisir d'y arriver, ensuite on reçoit les fleurs et les roses de sa bien-aimée. Oui, voilà, ça aide dans la relation de couple aussi, pas seulement dans la relation avec l'enfant. Vous parliez des docteurs, je voulais juste relever, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux ou dans les médias, un site sur la pédiatrie, où une interne en pédiatrie a noté pendant une année toutes les perles, entre guillemets, de la part de papa, en se disant, mais c'est pas possible. Voilà, monsieur passe le bébé de 7 jours à sa femme, puisque le bébé vient de faire une selle. Alors elle lui demande, mais pourquoi vous le gardez pas? Il répond, pour pas avoir de caca sur moi. Ah bon, alors sur votre femme, c'est pas gênant? Et il y en a des pages et des pages comme ça. Les vaccins sont à jour, je sais pas. Mais alors il a vomi, il a de la fièvre. Ah, je sais pas, sa mère m'a pas dit. Et c'est beaucoup de choses comme ça. Et elle en a noté tous les jours, plusieurs fois. Les papas ne sont pas témoins de ce qui se passe. Les papas, en fait, ont peur, parce que s'ils se mettent à regarder ce qui se passe, ils vont vouloir y mettre les mains dedans, comme mettre les mains dans le cambouis. Sauf qu'on leur a pas donné ni le droit, ni le mode d'emploi d'être papa. Donc, mais les mamans, pareil. C'est ça. Moi, ce que je veux aussi dire, c'est que souvent, les mamans non plus, c'est pas inné d'être de materner. Et vous remarquerez d'ailleurs que le mot paterner n'est même pas dans le dictionnaire. Ah oui. En 2018, je crois qu'on est bien en 2018. Oui, plus pour longtemps. J'ai regardé sur Google, si vous tapez le mot materner, vous allez voir materner, s'occuper des soins d'un enfant de manière excessive. On se demande qui a fait la définition, ça doit être un homme, parce que s'occuper d'un enfant de manière excessive, ça veut dire quoi? Qu'on doit le laisser pleurer jusqu'à ce que... Non. Et le mot paterner n'existe pas. Donc moi, je l'invente, je le crée, j'en parle, et j'incite à tous les papas du monde qui m'écoutent, et les grands-papas, à utiliser le mot paterner, et à dire que moi, je ne sais pas encore paterner, j'aimerais bien apprendre. Ça sous-entend, pas mourir idiot. Ça sous-entend aussi qu'une maman qui a du mal à s'occuper de son enfant et pour qui la relation effectivement n'est pas forcément innée et qui en a ras-le-bol de changer les couches, on va la montrer du doigt beaucoup plus qu'un papa qui... oui, et elle a le droit de demander de l'aide. On la montre du doigt parce qu'elle est censée, mais elle peut aussi demander de l'aide à son compagnon. Chérie, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Et ça demande un sacré lâcher-prise de la part des mamans que j'incite à penser à ça. On a parlé de la charge mentale, on parlera de la charge affective avec vous dans un instant, Jérôme Canaguier. Paul McCartney, puisqu'on parle de parentalité, de la place des papas, ça me fait penser à John Lennon qui, lorsque son fils Sean, qu'il avait avec Yoko Ono, est né, a tout arrêté, a arrêté de chanter, a arrêté de la musique, les concerts. Il n'a pas arrêté d'aimer. Il n'a pas arrêté d'aimer et il a passé énormément de temps à s'occuper de son bébé, à le porter contre lui en kangourou. Et on parle de ça donc en 1900, dans les années 80, puisqu'il est mort en 81. Et voilà, c'était quelques années avant. Il était très en avance sur son temps finalement dans le rapport avec l'enfant, Jérôme Canaguier. Ouais. Je pense qu'il y a eu de tout temps des pères qui se sont retrouvés avec leur enfant seul sur les bras. Il y en a eu de tout temps. Je pense que cette expérience de paterner, elle est très vieille, elle date de... Voilà, c'est quelque chose que... En fait, les papas et les mamans ont tous les deux ce côté un peu inné. C'est l'instinct de survie, quelque part. Je pense qu'on l'a tous en nous, et c'est pour ça que les papas, comme les mamans, peuvent travailler ça. Ils le portent en eux. Moi, j'invite aujourd'hui les papas et les mamans à participer à des ateliers, à venir à écouter mes conférences partage. J'appelle ça une conférence partage, puisqu'en fait, on est là pour chacun partage son expérience et personne n'est censé être au-dessus avec une forme d'expertise. On est là pour apprendre. Moi aussi, et j'apprends énormément de mes patients. Patients, vous dites? Oui, parce que je fais également du coaching et, pour des papas seuls qui ont besoin de se mettre à jour, donc qui ont besoin d'être accompagnés vers... Est-ce que moi aussi j'ai le droit de paterner? Et quelque part, il cherche en moi un grand frère. Il cherche une super nanou, une super nanny. Il cherche une personne qui l'a fait déjà. Une approbation, je peux faire. Si toi qui as 44 ans, tu peux le faire, et je peux peut-être le faire, moi qui est pas encore ton âge, puisque c'est donc pas réservé aux mamans. Et donc j'ai donc le droit d'intervenir. J'ai le droit de m'occuper du bébé, même si la maman elle rechigne.
Parce que, on parle de charge mentale tout à l'heure, vous insistez beaucoup sur le côté charge affective et partage de cette charge affective de façon concrète. Oui. Comment on peut mettre ça en place ? Alors, un papa qui, à 7 heures du soir, lorsque un papa et une maman sont chez eux avec leur enfant, quel que soit leur âge, même pour un ado, le moins fatigué... Oui, on parle pas que des bébés. Hein. On peut parler de toute l'enfance. Hein. Si le papa se dit juste, tiens, je suis moins fatigué que mon épouse, c'est un fait, ça se voit. Bon, et ça peut être l'inverse d'ailleurs. Si le moins fatigué des deux propose son aide bienveillante, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Mais rien qu'avec ça, faites-le au quotidien. Moi, je vous invite à le faire tous les matins pendant 21 jours, enfin tous les soirs pendant 21 jours consécutifs. Vous allez avoir une vie qui va changer et votre femme va vous adorer. Donc c'est un petit message pour tous les papas qui sont des fois un petit peu en manque, qui ont eu l'impression peut-être que leur femme s'occupe plus de l'enfant que d'eux. Mais redonnez du temps à votre femme, offrez-lui de l'énergie et partagez la fatigue. C'est important ce que vous venez de dire. Ils ont aussi l'impression que leur femme s'occupe plus de l'enfant. Et tout est lié. Que d'eux. Hein, voilà. Si les papas c'est la quadrature du cercle est là. Voilà. Ouais. Si on offre de l'énergie à la maman va se sentir touchée. Et elle va sentir l'amour que vous lui portez. Et elle vous le rendra au centuple. Alors moi je tique sur l'expression qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Est-ce que j'aide ma femme ou est-ce que finalement chacun prend sa part et dans l'organisation familiale et dans l'éducation des enfants? Est-ce qu'on est dans l'aide l'un de l'autre? Quand parfois on ne sait pas quoi faire et on a son téléphone dans les mains pendant que son épouse est en train de préparer à manger et l'enfant il va que seul dans son coin. Si bien sûr on a le réflexe d'aller près de son enfant, il n'y a pas besoin de se poser la question. Mais il y a des papas qui peuvent se sentir ils ont un peu peur de leur enfant. Et puis si mon enfant se fait mal, il va voir sa maman. Et du coup, moi j'ai vu des papas qui m'ont dit, j'ai peur que mon enfant me juge. L'enfant se fait mal, il part voir sa maman, il va dans les jupes de sa maman. Ce moment-là est très gênant pour un papa. Pourquoi l'enfant n'est pas venu vers moi ? Et du coup, ce sont des habitudes qui se prennent. Ce sont des habitudes de charge affective, justement. Et la maman aimerait bien des fois se débarrasser. Non, là, j'ai pas envie de te faire un câlin. Écoute, si tu pouvais aller voir ton papa et qu'il te donne un câlin, ça serait formidable. En psychanalyse, on parle beaucoup du rôle, alors justement, nourricier de la mère, qui porte l'enfant, qui le cocoune, et du père qui, lui, au contraire, va le détacher de la mère et l'ouvrir sur le monde, couper le cordon, c'est symbolique. Et que c'est aussi pour ça que le père, alors d'une part, représente le repère, l'autorité, la stature imposante comme ça. Je pense à Victor Hugo qu'on appelait le périssime. Enfin, c'est un autre, on est dans une autre dimension. Mais est-ce que le père, du coup, ne met pas tout ça en danger si il va lui aussi être dans ce paternage, ce cocooning, sa place de père? Mais est-ce que la mère ne se met pas en danger en restant, elle, dans le rôle de... On en revient... ça concerne pas que le père, cette révolution qui est en marche et que je souhaite. Ça concerne en fait les deux parents. C'est autant le père qui peut faire l'expérience d'être à la fois, gagner sa vie et être vers l'extérieur, faire tourner ses enfants vers l'extérieur, mais en même temps, quand l'enfant est à l'extérieur, s'il tombe, à ce moment-là, la maman, elle n'est pas avec lui. L'enfant fait du vélo, il tombe, le papa est avec lui. Donc le papa a un terrain de jeu pour paterner. Par contre, si le papa n'a jamais le temps d'amener son enfant ou s'il l'amène que en compagnie de la maman, en gros, s'il passe pas du temps seul avec l'enfant, il n'y arrivera jamais. Et ce temps seul passé avec l'enfant libère du temps pour la maman qui se retrouve sans son enfant et qui peut souffler, se faire du bien, se faire plaisir, penser à ses projets, penser à son travail. Elle aussi, du coup, répondre à un email de travail, comme les papas font. Et finalement, s'impliquer, elle, vers l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les papas qui amènent les enfants vers le monde extérieur. Et... pour les jeux, les loisirs, tout est partageable. Et le sport et tout ça. Alors si vous avez envie de creuser le sujet, de rencontrer Jérôme Canaguier, il y a 2 rendez-vous qui sont prévus les 13 et 14 décembre. Alors à Prades-le-Lez pour le 13. Le jeudi 13 décembre à Prades-le-Lez, à 10 avenue des Baronnes, c'est dans la ZA des Baronnes. On mettra tout ça sur la page Facebook de France Bleu Héros pour que vous puissiez retrouver les lieux, les horaires. Donc Prades-le-Lez le 14 et à la Villa Lise, route de Mende à Montpellier. Le 13, c'est dans les locaux de l'atelier Bien-être pour bien être. D'accord. Bien-être pour bien-être.
qui est organisée par Angélique Bonal et qui a eu la sagesse de réunir plusieurs compétences et qui m'invite maintenant à faire partie de son équipe. On parle de yoga, de méditation, de tout ce qui concerne le parent et l'enfant. Il y a des activités communes d'ailleurs. D'accord. Plein d'ateliers qui sont proposés. C'est le nouveau monde, il est là, il est chez elle, il commence là. Donc ça, c'est le jeudi 13 à 17h. Il y a un apéro bio qui est offert à 19h. Et ensuite, après la conférence partage, qui donc démarre à 17h30. Et à partir de 20h, on enchaîne avec un groupe de parole pour les papas. Et le vendredi 14, on a également cette séquence qui se déroule à la Villa Lise, route de Mende à Montpellier. Merci beaucoup, Jérôme Canaguier, d'avoir été avec nous ce matin. Et j'espère que vous aura titillé un peu, vous qui êtes